Catastrophe majeure pour les éoliennes. Alors que nous avons déjà été rendus massivement dépendants de ces éoliennes inutiles après la destruction des centrales nucléaires, un nouveau choc arrive maintenant. Et il est énorme. Car ces soi-disant sauveurs de la transition énergétique ont un problème dont presque personne ne parle. Ils gèlent tout simplement. Dès que le froid devient vraiment intense, ils cessent de fonctionner. Ils tombent en panne ou ne tournent plus que de manière limitée. Parfois, ils restent complètement à l'arrêt pendant des heures, voire des jours. C'est tout simplement de la folie pure. De nouvelles informations deviennent virales en ce moment même. Cette fois, elles viennent de Finlande. Le pays traverse actuellement une vague de froid extrême. Et que se passe-t-il? Les éoliennes tombent en panne les unes après les autres. Non pas parce qu'il n'y a pas de vent, mais simplement parce que les pales des rotors gèlent. Pendant cette vague de froid, la production éolienne en Finlande ne s'est pas seulement effondrée, elle s'est totalement arrêtée. La raison principale? Le givre. La glace se dépose sur les pales, les capteurs et les anémomètres. Une couche à peine visible suffit déjà à rendre les installations inefficaces, voire à les endommager durablement. Alice Weidel le résume parfaitement. Les éoliennes restent souvent immobiles, ne tournent pas, produisent de l'électricité de manière irrégulière et coûtent extrêmement cher. Et c'est précisément là que l'on voit à quel point il est absurde de compter presque exclusivement sur l'éolien et le photovoltaïque. Car le problème n'est pas seulement que ces installations ne produisent rien quand il n'y a ni vent ni soleil. Ce n'est pas seulement qu'elles ne peuvent pas assurer une production de base comme les centrales nucléaires. Non, elles échouent même lorsque c'est simplement l'hiver. Et le froid hivernal n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité. Nous venons de le constater nous-mêmes. Cet hiver encore a été tout sauf doux. Et maintenant, la grande question. Nous avons de nouveaux noms, de nouvelles promesses, de nouveaux gouvernements. Mais où est le retour du nucléaire? Où est la fameuse renaissance dont on parle tant? Où est le véritable changement de cap? Moi, je ne le vois pas. Imaginez un instant que nous ayons encore nos centrales nucléaires fiables. Pas de gel, pas de panne due au froid, simplement une énergie stable jour et nuit. Mais non, les Verts et leurs alliés ont tout détruit. Ils nous ont entraînés dans cette dépendance. Et maintenant, nous en payons le prix. Restez avec nous, car ce n'est que le début. Nous allons plonger encore plus profondément dans cette catastrophe et la relier à la prochaine crise, celle de notre approvisionnement en gaz. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir risque de vous choquer. Passons maintenant au niveau suivant de cette catastrophe. Les réserves de gaz approchent de la barre critique des 20%. Parce que Donald Trump nous coupe littéralement le gaz. Et parce que notre propre gouvernement est resté aveugle idéologiquement pendant des années et regarde maintenant la situation sans pouvoir agir. Ce qui se passe actuellement n'est plus une rumeur. Ce n'est pas de la panique inutile. C'est une évolution réelle et dangereuse. L'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est soumis à une pression massive. Et cela ne vient ni de la panique, ni de l'hystérie des réseaux sociaux, mais des réalités brutales du marché mondial de l'énergie. Les stocks de gaz allemands ne sont plus qu'à 23%, et les experts s'attendent dans les prochains jours au moment le plus critique de tout l'hiver. Mais que diriez-vous si je vous disais que nos réserves pourraient aujourd'hui être non pas à 23%, mais à plus de 70%? Ce n'est ni une spéculation, ni une théorie. J'ai recalculé les chiffres avec précision et le résultat bouleverse complètement tout ce qu'on nous raconte sur la crise énergétique. Car pendant que notre gouvernement affirme que tout est sous contrôle, les données montrent une image totalement différente. Depuis longtemps déjà, il est clair pour beaucoup que les Verts représentent la plus grande force politique hostile à l'Allemagne.
et qu'ils tentent par tous les moyens de détruire notre pays, pour imposer leur idéologie déconnectée de la réalité. Et au plus tard, sous le vice-chancelier Habeck, tout le monde aurait dû le comprendre. Lorsqu'il a refusé de remettre en service le pipeline Nord Stream, pourtant vital. Et même maintenant, alors que la maison brûle de toutes parts, les vieux partis continuent de bloquer l'ouverture de Nord Stream et préfèrent nuire à leur propre population plutôt que d'admettre que leur prétendue morale nous fait du tort. Mais cela est encore un autre sujet, qui dépasserait largement le cadre de cette vidéo. L'an 2000 marque le début de la transition énergétique verte. À cette époque, nous avions encore 19 réacteurs nucléaires qui produisaient environ 170 TWh d'électricité par an. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la période hivernale, d'octobre à mars. Sur ces 6 mois, cela représente environ 85 TWh d'électricité. Dans les centrales électriques, le gaz est transformé en électricité avec un rendement d'environ 50 à 60%. Cela signifie qu'il faudrait entre 142 et 170 TWh de gaz pour produire 85 TWh d'électricité. Si l'on prend une moyenne raisonnable, on arrive à environ 155 TWh de gaz nécessaires pour générer exactement la quantité d'électricité que produisaient nos centrales nucléaires. Autrement dit, si nous avions encore nos 19 centrales nucléaires, nous pourrions économiser ces 155 TWh de gaz et les conserver dans nos réserves. Or, la capacité maximale utilisable de nos stockages de gaz est d'environ 290 TWh. Les 155 TWh économisés représenteraient donc à eux seuls près de 53% de la capacité totale des réservoirs. Actuellement, nos réserves de gaz ne sont remplies qu'à 23%. Mais si l'on y ajoutait ces 53% économisés, nous atteindrions aujourd'hui environ 76%. Autrement dit, avec nos 19 centrales nucléaires encore en service, les stockages de gaz afficheraient un niveau d'environ 76% au lieu de seulement 23%. Nous serions alors très loin d'une situation de pénurie de gaz. Mais cela devient encore plus intéressant, car même les 3 derniers réacteurs auraient fait une différence considérable, ce que très peu de gens réalisent. Avant leur arrêt, ces 3 centrales nucléaires produisaient encore environ 30 à 32 TWh d'électricité. Avec un rendement de 50%, il faudrait donc entre 55 et 60 TWh de gaz par an dans des centrales à gaz pour produire la même quantité d'énergie. Et là encore, nous ne prenons que la moitié de cette quantité, puisque nous ne considérons que la période hivernale, d'octobre à mars. Avec ces 3 dernières centrales nucléaires encore en fonctionnement, nos réserves de gaz se situeraient aujourd'hui, sur le plan théorique, entre 33 et 38%. Cela représenterait environ 10 à 15% de plus que le niveau actuel. Et si l'on ajoute ces 10 à 15% aux 7% prévus dans les projections d'autonomie à la fin de la phase critique, nous arriverions finalement à un niveau compris entre 17 et 22%. En moyenne, avec seulement les 3 dernières centrales nucléaires encore en service, nous aurions donc presque atteint l'équilibre parfait. Et nous n'aurions tout simplement pas basculé dans une situation de pénurie de gaz. Et si nous avions même conservé les 6 derniers réacteurs nucléaires, le niveau final atteindrait environ 28%. Cela nous placerait largement à distance d'une crise d'approvisionnement en gaz. On peut donc constater clairement que nous ne serions pas confrontés à une pénurie et que nous n'aurions pas besoin de rationner le gaz si nos centrales nucléaires n'avaient pas été arrêtées pour des raisons idéologiques liées au vert. Sans même parler des prix élevés de l'électricité et du gaz, car ceux-ci n'auraient certainement pas atteint de tels niveaux si nous avions conservé nos centrales nucléaires bon marché. Passons maintenant à la dimension internationale de cette crise.
Sous Donald Trump, les États-Unis ont définitivement transformé l'énergie en un véritable instrument de pouvoir géopolitique. America First n'est pas seulement un slogan, c'est une stratégie concrète, en particulier dans le domaine des exportations d'énergie. Trump privilégie les intérêts américains sans compromis. Droits de douane, conflits commerciaux, redirection stratégique des livraisons de gaz naturel liquéfié. Quiconque croit sérieusement que l'Europe, ou même l'Allemagne, passerait en priorité, ignore la réalité. Tandis qu'à Berlin, on continue d'apaiser la situation avec des formules comme « tout est sous contrôle » ou « nous disposons de réserves suffisantes », les chiffres racontent une toute autre histoire. Les livraisons de GNL vers l'Allemagne fluctuent fortement. Si l'hiver est rigoureux aux États-Unis, le gaz reste sur place. Les villes américaines passent d'abord. America first, l'Allemagne ensuite. Même au sein des Verts et de la gauche, des voix se font désormais entendre pour demander une réduction de la dépendance au GNL américain. Et le chancelier fédéral Friedrich Merz? Il envoie des signaux contradictoires. D'un côté, il affirme que, dans des questions décisives comme l'approvisionnement énergétique et le commerce, nous ne pouvons plus compter sans condition sur les États-Unis. Cela ressemble à une première tentative de remise en question. Mais peu de temps après vient la nuance. L'Europe doit renforcer sa propre souveraineté, même si cela signifie, à court terme, acheter davantage de GNL américains pour éviter une situation pire encore. Cela ne ressemble pas vraiment à un changement stratégique clair, mais plutôt à un exercice d'équilibre entre ambition d'indépendance et dépendance réelle. Le débat autour de Nord Stream, la fin des livraisons russes et l'augmentation des importations de GNL américains ont déjà des conséquences économiques visibles. Les prix de l'énergie augmentent, la pression concurrentielle sur l'industrie s'intensifie et l'incertitude grandit pour les entreprises. Dans le même temps, de nouveaux droits de douane américains sont évoqués, entre 10 et 30 %. Pour certains groupes de produits, on parle même de taux encore plus élevés. Pour des secteurs fortement orientés vers l'exportation, comme l'industrie automobile, la construction mécanique ou la chimie, cela représenterait une charge considérable. La question n'est donc pas seulement énergétique, elle est aussi stratégique. Jusqu'à quel point l'Europe peut-elle, et veut-elle réellement, agir de manière indépendante à l'avenir? Et qu'en est-il du reste de l'Europe? Là aussi, les marges de manœuvre sont limitées. Les pipelines en provenance des Pays-Bas, de Belgique ou de France fonctionnent déjà, dans de nombreux cas, presque à pleine capacité. Il y a très peu de volume supplémentaire disponible pour remplir rapidement les réserves allemandes. Le système gazier allemand se trouve donc sous une pression considérable. Et sur ce point, il n'y a guère de doute. Un regard vers la Hongrie ou la Slovaquie montre une approche bien différente. Viktor Orban a très tôt indiqué qu'il ne voulait pas renoncer à des livraisons de gaz stables et privilégie des négociations pragmatiques. Pour ses partisans, c'est la preuve d'une politique nationale capable d'agir concrètement. Pour ses critiques, en revanche, il s'agit d'une stratégie isolée et risquée. Une chose est indiscutable. La politique énergétique de l'Allemagne au cours des dernières années est aujourd'hui fortement remise en question. La focalisation massive sur les énergies renouvelables, combinée à la sortie simultanée d'autres sources d'énergie, a rendu le système plus vulnérable, surtout là où des stratégies de transition solides font défaut. Les prochaines semaines et les prochains mois seront donc décisifs pour le niveau des réserves, pour l'évolution des prix et pour la stabilité de notre industrie. La question centrale reste donc la suivante. Comment l'Allemagne peut-elle construire une politique énergétique réaliste, économiquement viable et en même temps sûre, non seulement à court terme, mais aussi sur le long terme? Une chose est claire, les éoliennes n'apportent rien. Elles sont laides et inefficaces. Écrivez votre opinion dans les commentaires. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Restez vigilants.